Amis passionnés du roman historique, bonjour. Nous sommes à l'épisode 2. Donc, avant de vous parler de ces beaux livres, je vais tout d'abord répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Premièrement, la question la plus désagréable, c'est qu'on m'a dit que je n'avais pas vraiment la légitimité pour parler du roman historique, n'étant ni historien, ni prof de lettres. Alors, c'est vrai que je ne suis qu'un être pensant, lisant, écrivant. Mais moi je pense que notre nation aurait plus de gloire à savoir écouter les poètes travaillant en usine ou les romanciers triant de poissons à la criée. C'est un avis personnel. Voilà, c'est ma réponse. Bien sûr, les profs de lettres ou les historiens ont tout à fait légitimité pour parler de tout ça. Mais il faut savoir, je pense, écouter l'expression du peuple, dont je pense faire partie. Voilà ma réponse. Alors, autre critique, tout ça est un peu long. Bon, là, je dois reconnaître que c'est possible. Moi, je débute dans cette technique, donc j'ai du mal à m'adapter, et je vais essayer de faire un petit peu plus réduit. Voilà. Et on m'a dit aussi tu ne présentes que des vieilleries. Alors bon, traiter de vieilleries les chouans de Balzac ou les guerres de Vendée de Gabory, je trouve ça un peu déplaisant, mais bon, à mon sens, non, ce ne sont pas des vieilleries. Si vous voulez, ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr, je vais présenter aussi des nouveautés. Ce livre de Monsieur Bouquet a été publié en février 2022, et donc c'est quand même assez jeune. Voilà, donc je vais mêler tout ça, l'ensemble, la nouveauté et l'ancienneté font partie de notre univers intellectuel, donc je pense qu'il faut savoir lier les deux. Voilà, donc je vais commencer donc par ce magnifique livre. Donc il est publié, comme je vous disais, il y a peu de temps, aux éditions Les Belles Lettres. Donc pour l'instant, on ne peut l'avoir qu'en librairie, on ne peut pas l'avoir en occasion. Moi je trouve par rapport à la qualité du texte et à la qualité des illustrations, il y a beaucoup d'illustrations, c'est impressionnant, très impressionnant. C'est finalement un investissement assez raisonnable parce qu'il coûte 29 euros. Alors quel est le sujet le sujet c'est le 31 mars 1785, Ali Hamid Pacha est révoqué de son poste de grand vizir. Envoyé en exil, ses biens sont confisqués, ses maisons scellées. Nommé gouverneur, il ne rejoint pas son poste. Il est exécuté sur l'île de Tenedos, rapporté au palais de Topkapi. Sa tête est exposée à la vue de tous sur un plateau d'argent. Pourquoi le sultan a-t-il mis à mort le pacha de la porte ottomane? Alors, l'idée de ce livre, c'est de nous expliquer pourquoi. Et par ce biais, il nous fait découvrir l'Empire ottoman du XVIIIe siècle. Et c'est magnifiquement décrit, magnifiquement. Je vais vous lire quelques petits passages, courts cette fois-ci, très courts, le plus court possible, mais il faut quand même voir comment ça fonctionne. Le but, c'est qu'il nous explique ce qu'est qu'un kaya, le maître de la maison du vizir. Alors, étymologiquement, le kaya est le maître de la maison du vizir. Bon, d'accord. Son directeur de cabinet, dirait-on aujourd'hui. Au reste des réunions préparatoires, mais aussi des décisionnelles, ont lieu dans ses propres bureaux. En 1783, c'est chez l'intendant de Ali Hamid, alors grand vizir, réunis en comité réduit pour y discuter des arguments à opposer à la Russie sur le dossier de la Crimée. Pratiquement, le Kaya coordonne les processus d'affectation, de révocation et de mutation du personnel de la porte. Il assure la liaison entre les possesseurs du grand vizir, les propositions du grand vizir et les validations par le sultan. Il arrive qu'il soit le seul dignitaire à assister aux entretiens des deux hommes. Il centralise et instruit les demandes des directions provinciales adressées à la porte. Il est en contact permanent avec les intendants chargés de représenter les gouverneurs généraux à Istanbul.
ou Istanbul, la ville de l'islam. Voilà. Donc ça détermine bien, je pense, ce fonctionnaire de la porte. Donc je vais vous passer une autre page, la page 275. Là, c'est la face invisible de la fortune. Pour comprendre toute l'importance d'un grand vizir, hein, comprendre comment fonctionnait cette fonction à Istanbul. 275, 275, 275, 275. Alors, la face invisible de la fortune. Ce qui disparaît, ce qui est saisi de la fortune du vizir, au moment où il est révoqué, c'est la face visible de l'iceberg. Les revenus effectivement perçus par Halil Hamid sont impossibles à déterminer. Lui-même n'en avait sans doute aucune idée précise, tant ceux-ci étaient irréguliers. Mais c'est parce qu'ils étaient irréguliers qu'il s'efforçait de thésauriser autant que possible les biens et les valeurs qui entraient momentanément, souvent éphémèrement, en sa possession. Alors, ce sont là des ordres de grandeur à prendre avec précaution. Les revenus de l'État étant estimés par les spécialistes à un peu moins de 14 millions de piastres. La face visible de l'iceberg, c'est la prospérité sublime, c'est la manne des prélèvements obligatoires et des revenus tirés des domaines royaux cédés aux maîtres de la porte. Les plus importants sont les fermes fiscales de Chypre, affectées à sa maison à partir de 1687. Un siècle plus tard, la porte en tire 200 à 300 000 piastres par an. Une partie de cette somme revient directement au grand vizir, 75 000 piastres, la face visible de l'iceberg. Voilà, donc ça donne une idée des revenus qui sont fantastiques, hein, de la porte, et l'importance du vizir qui en prend une bonne partie. Hein. On pense notamment à nos premiers ministres de l'Ancien Régime, hein, comme Mazarin, qui thésaurisait lui aussi. Hein, ouais. C'est un peu le même poste et la même importance de poste. Mais quelquefois, ils perdaient la vie, ces pauvres vizirs. Voilà, donc on va voir aussi un petit peu de couleur ottomane dans Istanbul. Donc ça, on va voir la page 191. 191, on va parler de quoi, la page 191. Fumare comme un turco. On boit, on fume comme un turc, dit le proverbe italien. En même temps, l'étiquette exige que le balai soit minutieusement exécuté. Supposons que 4 invités soient assemblés autour d'une table, il faut 4 serviteurs pour leur présenter au même instant une serviette et 4 autres pour leur servir simultanément le café. Hein, c'est le grand vizir là qui fume et boit. Mais ceci dit, ce sont des mœurs utilisées aussi dans toute la société ottomane, hein, à un certain niveau quand même. Il est versé dans de petites tasses de 50 à 100 ml, car on en boit beaucoup, à toutes les heures du jour, et toujours très chaud. Les porte-tasses, saf, permettent de tenir la tasse sans se brûler des doigts. Sur un plateau d'Osman Abdibeh, une servante prend le pied du cafre sur le doigt de l'index, sur le bout de l'index, tout en le maintenant avec l'extrémité du pouce avec adresse. Ils sont semblables à des cocotiers, godets de forme hémisphérique ouvragés, vases à jour en argent ou en tombak joliment niellé ou ciselé, au décor composé d'arceaux et de motifs floraux, souvent incrustés de coraux ou de pierres fines. Alors, autre page, c'est la page d'après, c'est les pipes. Hein. Donc, les pipes ottomanes sont très caractéristiques. C'est des longues pipes comme ça. Et le fourreau, une pipe ottomane est composée de 3 pièces emboîtées. Le fourreau, foyer ou corps de pipe,
où le tabac est placé ainsi que la braise, souvent évasée, au décor lissé ou côtelé. Il est fait en terre cuite, de décors imprimés, incisés ou champ-enlevé. C'est la terre rouge de Constantinople, comme il est écrit dans des catalogues européens, ou plutôt d'argile jaune, que la cuisson colorera d'un rouge rougeâtre. C'est la terre naturelle de Négropont et de Thèbes, que l'on taille avec un couteau au sortant de la carrière et qui se durcit. Voilà, donc c'est, si vous voulez, c'est toute l'image de l'Orient. Hein. On a aussi les narguilés, hein, au niveau de qui sont dans l'imaginaire européen pour le coup. Hein. Voilà, donc là tout se trouve, hein, tout se trouve dans cet imaginaire qu'on va réutiliser, qu'on va retrouver chez Baudelaire, qu'on va retrouver chez Delacroix, dans la peinture, hein, voilà. Donc tout ça est très important, même en Occident. Ça a une implication, hein, voilà. Ensuite, je vais vous montrer les iconographies dans ce livre. Hein. Donc c'est la page 319. 319. Enfin, celles qui me plaisent bien, quoi. Je vais vous les montrer. C'est un exemple, bien entendu, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 300. Il y a celle-là, la 316. Hein, donc ça, c'est le Bosphore. Voilà, c'est très joli, hein, c'est un très beau tableau du Bosphore. Magnifique, hein, voilà. Ensuite, vous avez la 319, justement. 319, les échelles. Une échelle, c'est les échelles du Levant, quoi. Hein. C'est une échelle à Istanbul. C'est là où les navires de Marseille, notamment, qui avaient ce privilège de commercer avec l'Orient. Hein, ça me fait penser aux échelles du Levant, hein, d'Amin Malouf. Hein. Donc là aussi, il y a Rêve d'Orient, si vous voulez. Hein, voilà. Amin Malouf, donc un grand écrivain de langue française, donc franco-libanais, dont mon roman préféré est Léon l'Africain. Enfin bon, c'est pas exactement le même sujet, parce que là, c'est moins dans l'univers stambouliote, hein, c'est plutôt l'Espagne arabo-berbère et puis l'Afrique du Nord. Donc c'est un peu différent. Mais c'est magnifique, tout à fait magnifique. Voilà, donc ensuite dans les illustrations, il y a la mise à mort, c'est 450, parce que ce pauvre vizir va être étranglé. Hein. C'était les mœurs de l'époque, pour changer de régime. Voilà. Donc, belle illustration. Alors, c'est pas le même vizir, là. En l'occurrence, c'est celui de la mise à mort de Kara Ahmed Pacha, c'est un autre vizir, hein, voilà. Voilà, enfin il y a plein d'illustrations comme ça. Alors pour illustrer donc ce rêve d'Orient, j'ai pris donc le livre d'un Européen, bien sûr, hein, parce que aussi, quand on rêve de l'Orient, on n'est forcément pas d'Orient. Donc l'Européen en question, c'est Mika Valtari. Donc ce monsieur était finlandais, parce qu'il n'est plus de ce monde. Il est né en 1908 et est mort en 1979. Hein. Donc c'est beaucoup plus ancien que l'ouvrage d'histoire, hein, le roman. Hein, voilà, ça c'est Mika Valtari. Alors moi je trouve que c'est très très bien écrit. J'aime bien son écriture. Donc je vais vous lire des petits morceaux. Alors ce choix est un choix un peu taquin, si vous voulez, hein, parce que vous allez voir, il contient peut-être l'anachronisme, le plus bel anachronisme du roman historique. Alors l'anachronisme, c'est la hantise de tous les écrivains en roman historique. Hein. Voilà, c'est, je sais pas, c'est de mettre une commode boule, une commode de Louis XIV au Moyen-Âge, vous voyez, dans un décor. Donc ça c'est pas possible. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc premièrement, là c'est page 96, c'est le sultan. Donc il va nous décrire un sultan. Page 96,
Alors, j'ai pas les bonnes lunettes, il faut changer les lunettes. Ça, c'est un souci technique. Oh là là. Je vais on va faire différemment, excusez-moi. On va faire différemment. On va lire d'abord la page d'en-tête. Hein. En ce XVIe siècle où le cinéma de le magnifique règne sur les deux moitiés de l'univers, les pèlerins qui tentent de traverser le bassin méditerranéen connaissent trop souvent un sort funeste. Ainsi, Michael, l'écolier de Dieu, qui s'est embarqué en compagnie de son frère, le géant débonnaire Anti, de son chien et d'une belle vénitienne aux yeux maléfiques, tombe entre les mains des barbaresques. Et ne doit sa vie sauve qu'à sa conversion à la religion musulmane. Devenu un vrai serviteur du prophète, il apprend le Coran à l'école de la mosquée d'Alger. Son destin le mène jusqu'à la cour, où il est nommé médecin. Il accompagne le sultan dans ses expéditions, tour à tour guerrier, philosophe, esclave, favori au fait du pouvoir, aux prisonniers croupissant au fond d'une geôle, etc., etc. Voilà, là, il nous décrit le sultan. Je vis le sultan Selim Ben Gafs pour la première fois un vendredi soir, alors qu'il descendait à cheval la rue escarpée de la Casbah, pour se rendre à la première de midi à la mosquée. Alors c'est pas le soir, c'est le vendredi matin. Une foule d'esclaves richement vêtus l'entourait, ainsi qu'une compagnie d'archers qui, la flèche déjà préparée, scrutaient avec soin les fenêtres treillissées et les toits plats des maisons. Dans la cour extérieure de la mosquée, Sélim fit un geste plein de dédain, et l'on jeta au mendiant un sac rempli de petites pièces carrées d'argent. À l'intérieur, il dépêcha des prières dans la moindre attention, puis s'assit les jambes croisées sur son trône et se mit à sommeiller pendant la lecture à haute voix des passages du Coran. J'eus alors tout loisir de le regarder et d'étudier son visage. Je ne puis dire que je le trouvais attrayant, avec ses traits marqués par le vice et la bave qui coulait de sa bouche ouverte. C'était un homme d'âge moyen. Son visage et sa barbe noire, enduits d'onguents précieux, luisaient dans la pénombre, et ses yeux injectés de sang, abrités derrière de lourdes paupières, bouffées paraissaient aussi peu vivants que sa bouche. Abu al-Qasim m'apprit qu'il avait coutume de manger de l'opium. Voilà, c'est une description qui est bien écrite, quoi, si vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien. Ensuite, nous avons la page 251. Alors, la page 251, que nous dit-il ? Il ouvrit le livre. Alors, il s'agit d'un... Il va chez un cartographe, là, en l'occurrence, notre héros, décrit par Mika Valkari. Il ouvrit le livre au passage sur l'Algérie, et d'une voix chantante lut la description de la ville et du port d'Alger. J'applaudis avec transport, lui certifiant l'exactitude de chacun des détails, au point qu'il semblait presque incroyable d'atteindre une telle perfection. Puis je lui tendis des plans exécutés par les architectes et les géographes qui travaillaient au service de Kafr al-Din, afin qu'il pût voir les transformations du port et l'emplacement de l'arsenal. Auprès de vous, Kafr al-Din n'est qu'un ignorant tout juste bon à poursuivre les navires des chrétiens. Il m'a chargé de vous offrir humblement ces plans et implore votre pardon pour s'être vu contraint de démolir le fort et construire une digue sans votre permission, portant ainsi préjudice à la perfection de votre ouvrage. Afin de retrouver grâce à vos yeux, il vous envoie toutes les mapmondes et cartes marines trouvées à bord des bateaux espagnols, ainsi que ces sextants. Bip, bip, bip. Sextant, ça c'est pas possible. Alors ça c'est le plus bel anachronisme qu'on puisse voir dans le roman historique. Pourtant le roman est très 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 bien. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas possible pour une simple et bonne raison, c'est que les sextants n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle, même les octants d'ailleurs. Hein, au XVIIIe siècle, ça facilitait le calcul, la longitude, alors que les marins ne parvenaient avant ce siècle qu'à calculer correctement la latitude avec des instruments comme l'astrolabe nautique et le quartier de Davis. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est un anachronisme énorme, mais bon, personne n'est à l'abri. Faut essayer quand même d'éviter de faire de si gros quand même. Hein, voilà. Ensuite, comme il y a un anachronisme, ça gâche un peu la fête, mais bon, c'est un beau roman, et donc je vous en montre un autre vite fait, quoi. Ça c'est un auteur Amerloc, enfin un anglo-saxon, c'est La Religion, hein, c'est Tim Wilcock,
La religion, c'est le nom que se donne l'ordre des hospitaliers. Mais c'est aussi la bannière sous laquelle se rallie parfois la folie des hommes. En 1565, claustrés sur leur petit archipel au sud de la Sicile, les chevaliers de Malte s'apprêtent à recevoir les furieux assauts de l'armée ottomane. À 1 contre 5, les chrétiens tiennent le siège au prix de combats effroyables. Un déchaînement de violence dans lequel se trouve entraîné Matthias Tannhauser, c'est rigolo, hein, comme nom, ça fait penser à autre chose, un ancien janissaire qui a connu les deux camps. Pour les beaux yeux de la comtesse Carla, etc., etc. Donc c'est de la romance, quoi. Hein, mais dont je vous trouvais... à la page 13, il y a une jolie description de la forge. Moi, j'ai trouvé ça vachement joli. Page 13. Voilà, page 13. La forge sentait le sabot parce que quand il est enlevé par les Ottomans, et au début, donc les forgerons. La forge sentait le sabot de bœuf et le sel de mer, le mâche-fer, le cheval et le charbon. Le pot à feu qu'il avait préparé la veille était prêt et le petit bois pris dès qu'il y enfonçait un brandon incandescent. Il actionna les soufflets et enflamma le charbon de la veille, cajolant le feu, le construisant jusqu'à ce que 2 pouces d'épaisseur de charbon brûlent dans la cuillère. Il alluma la lampe, puis déterra sa lame des cendres dans lesquelles il l'avait enfuie pour la nuit. Il lui avait fallu 2 jours pour redresser et durcir l'acier, 6 pouces pour la lame et 4 pour la soie. Des couteaux, il en avait déjà fait, mais c'était là sa première dague, et l'adresse requise était multipliée par la symétrie du double tranchant et la solidité obligée de la lame. Il n'avait pas encore parfaitement réalisé la symétrie, mais les tranchants ne roulaient pas sous la lime. Il soufflait sur la cendre, examinant les surfaces, et n'y trouva ni torsion, ni gauchissement. Avec un linge humide, il nettoya la lame et travailla à durcir ses 2 faces à la pierre ponce. Puis il polit la lame à l'émery et au beurre jusqu'à ce qu'il luise d'un bleu sombre. Il était temps de tester son art à la trempe. Voilà, moi je trouve que c'est bien écrit, ça continue encore et encore, mais c'était un petit passage que je voulais vous montrer. Par contre, où l'ai-je mis, voilà, dans la page 116, je vais donner un autre exemple où je trouve quand même que il sombre dans une certaine grandiloquence un peu indigeste. Ça arrive souvent dans son livre, hein, et ça j'ai un peu plus de mal. Enfin, c'est une question de goût, hein, ma foi. Hein. Lisez-le, vous verrez bien. Alors, il rinça à nouveau la toile rêche et frotta son autre jambe. La luxure était la plus vieille de ses ennemies, même si elle ne l'accablait plus avec la ténacité de la jeunesse. Elle n'était pas totalement vaincue, même maintenant, mais la luxure venait de la chair. Son masque était transparent, et elle pouvait être transformée en une offrande de douleur. L'amour était venu dissimuler tous les manteaux de l'extase spirituelle et avait parlé avec la voix de Dieu. Rien avant, ni depuis, n'avait semblé plus sacré, et même aujourd'hui, il se demandait parfois si tout ce qu'il avait appris n'était pas imparfait. Si la sagesse accumulée par les siècles n'était pas fausse, et si cette voix n'était pas, en fait, la véritable expression du malheur enseigné du Tout-Puissant. Et là, une fois encore, résidait le danger. La graine enterrée attendait son heure pour pousser. Le spectre de la femme qu'il avait aimée, et comme le révélaient ses méditations présentes, qu'il aimait encore, était revenu des ténèbres du passé pour défier sa fidélité. Et pas seulement son spectre, mais sa personne, sa chair vivante. Elle était ici, à moins d'1 heure de là où il se tenait, nu et en érection. Bon, moi ça me paraît un peu indigeste, hein, mais c'est pas tout le temps comme ça, hein, donc il y a des moments qui sont bien, qui sont intéressants. C'est un gros bouquin, hein, en poche, ça fait quand même ça fait 900 pages, donc c'est un gros truc. Voilà, donc je vous ai montré plusieurs livres, hein,
donc on n'a pas trop eu le temps de parler d'Amin Maalouf, qui est un très très grand auteur, hein, une autre fois peut-être. Et puis on peut parler quand même de Vie et mort d'un grand vizir, qui est un très bon livre d'histoire, que j'utilise dans le Sable de Damas, mais pas dans le premier tome, dans le deuxième. Parce que Damas, hein, marqué Damas, donc c'était à l'époque dans l'Empire ottoman, donc je ne dévoile pas grand chose pour dire en disant qu'il passe à Damas, mon héros, et donc par conséquent ce livre m'était bien utile. Voilà, la prochaine fois on ira dans un domaine totalement différent puisqu'il s'agira de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, amis du roman historique, je vous dis à bientôt. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram, me poser des questions également, hein, moins désagréable que la dernière fois, hein, voilà, et si possible, et j'y répondrai dès que je peux et avec plaisir. À bientôt!